Ok, bonjour à tous. Merci Emmanuel et merci à l'ensemble des organisateurs de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et de l'ILVV de m'avoir invité à ce séminaire. Alors, comme tu le disais, Emmanuel, hein, moi, mes travaux s'inscrivent principalement dans le champ de l'économie du vieillissement. Et donc, dans le cadre de cette présentation, je vais aborder la question des anticipations relatives à la perte d'autonomie ou à la fin de vie, surtout à la perte d'autonomie, on va le voir, donc à travers mon champ de recherche, hein, qui est l'économie, en m'appuyant principalement sur les travaux que j'ai menés avec différents collègues économistes sur les comportements de souscription à une assurance dépendance. Alors peut-être une remarque préliminaire, c'est que quand moi je vais parler d'anticipation, faudra garder à l'esprit qu'on se situe dans un horizon temporel très différent de celui qu'on a évoqué tout à l'heure avec les directives anticipées, parce que, j'y reviendrai, mais la souscription d'une assurance dépendance se fait en moyenne autour de 60-65 ans. Donc on est sur un horizon temporel, si on s'intéresse à la manière dont les individus se projettent vers le vieillage, vers la fin de vie, beaucoup plus étendu que celui qui caractérise en général celui des directives anticipées. Euh, alors, avant de voir plus concrètement ce que la demande d'assurance dépendance révèle des anticipations plutôt à long terme, hein, je vais peut-être dire quelques mots euh, sur comment en fait cette thématique-là se situe dans le champ de l'économie, parce que c'est a priori pas, ça va pas forcément de soi, c'est pas a priori très, très naturel. Alors, il y a différentes problématiques économiques autour de cette question. L'une des questions ayant fait l'objet de travaux de recherche en économie et à laquelle on pense sans doute en premier, c'est celle du lien entre dépenses de santé et âge, avec tout un débat que vous connaissez bien sur l'effet du vieillissement de la population sur les dépenses de santé, avec l'idée très répandue qui est que le vieillissement de la population conduirait à une augmentation mécanique, on va dire inévitable, des dépenses de santé. Alors pourquoi j'évoque cette question-là? Parce que vous le savez, hein, c'est des travaux que vous connaissez sans doute, différents travaux ont montré que l'âge n'avait en soi que peu d'influence sur les dépenses de santé et que ce qui comptait réellement, c'était la proximité à la mort. Donc, en gros, la durée qui sépare l'individu du jour de son décès. C'est ça qui expliquerait l'augmentation des dépenses de santé avec l'âge. Et donc, en fait, le facteur qui joue, c'est évidemment la morbidité, et dont la proximité de la mort n'est en fait qu'un indicateur, hein, très souvent, et non l'âge, qui explique le profil des dépenses de santé avec l'âge. Et donc, ces travaux, ils sont importants, je les évoque rapidement, parce qu'ils ont conduit à une prise en compte de la proximité de la mort dans les estimations et dans les projections des dépenses de santé. Et surtout, ils ont conduit à relativiser l'effet du vieillissement de la population sur les dépenses de santé. Alors, on trouve également la question de la vieillesse et de la fin de vie de manière alors, plus ou moins explicite, mais dans différents travaux économiques qui s'intéressent à des décisions intertemporelles, c'est-à-dire à des décisions qui impliquent des arbitrages entre le présent et le futur, ou dit autrement, entre mon bien-être actuel et mon bien-être futur. Alors, on pense en premier lieu dans le champ de l'économie à toutes les questions qui tournent autour des décisions d'épargne, avec l'idée voilà, qu'on sacrifie de la consommation aujourd'hui pour éventuellement consommer plus demain. Mais ça concerne aussi tout un tas d'autres questions qui touchent la transmission du patrimoine, les mobilités résidentielles, avec la question qu'on peut rajouter des aménagements du logement, les comportements de prévention au sens large, et de souscription d'assurance. Ça peut être des assurances décès, mais ça peut être aussi, comme je l'évoquerai moi, des questions d'assurance dépendance. Alors, l'une des questions qui est en général commune à ces différents champs d'analyse, c'est de savoir au fond quel rôle jouent ces anticipations, donc l'anticipation de la vieillesse, l'anticipation de la fin de vie, sur ces différents comportements. Ou à l'inverse, que révèlent ces comportements, les comportements d'épargne, les comportements de souscription d'assurance sur ces anticipations. Alors,
on a aujourd'hui, si j'arrive à passer, voilà. Donc on a aujourd'hui dans un certain nombre d'enquêtes en population générale, des questions sur la durée de vie restante anticipée par l'individu enquêté ou perçue par celui-ci. Alors, beaucoup sont des enquêtes longitudinales, donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'étudier voilà, les anticipations des individus et puis surtout comment ces anticipations évoluent au cours du temps. On peut en particulier les relier à des événements de santé, voir comment ça impacte ces anticipations, les relier à d'autres questions qu'il y a très souvent dans ces enquêtes-là sur l'âge de décès des parents, voir jusqu'à quel point ça conditionne les anticipations. Et puis, très souvent, ces données d'enquête, elles sont aussi appariées avec des données d'état civil qui permet de rapprocher les anticipations des mortalités observées dans l'échantillon d'enquête. Alors, je ne vais pas détailler les nombreux travaux qu'il y a en économie sur ces questions-là, juste vous inviter éventuellement à consulter un article publié dans la revue démographique que j'évoque ici, qui synthétise bien ces travaux et qui propose une analyse vraiment intéressante et s'appuyant sur, pour vous donner un exemple, sur une question qui est la suivante, qui est relativement semblable dans d'autres travaux, où on demande aux individus participant à l'enquête, à votre avis, à combien estimez-vous vos chances d'être encore en vie à l'âge de 50 ans? Et puis on repose la question à 60 ans, 70 ans, etc. Alors, ces questions, après, elles sont utilisées pour calculer deux choses dans la majorité de ces travaux-là. Une espérance de vie subjective. Donc, on peut ensuite, comme je le disais tout à l'heure, comparer aux espérances de vie classiquement calculées par âge et par sexe à partir d'étapes de mortalité. Et puis, ce qui est intéressant dans le cadre de ce travail-là, c'est que les auteurs calculent aussi un degré d'incertitude sur la longévité, donc qui caractérise des individus d'une manière plus ou moins prononcée, parce que, évidemment, l'espérance de vie, qu'elle soit subjective ou non, n'est en fait rien d'autre qu'une moyenne. Et donc, cela ne dit rien sur la dispersion et donc sur l'incertitude que peuvent avoir les individus au regard de l'âge de leur décès. Et on se doute bien qu'elle est relativement importante. Voilà, donc ce travail est relativement intéressant là-dessus parce qu'il permet de mesurer et de construire un indicateur d'incertitude. Alors maintenant, si on s'intéresse plutôt aux anticipations liées à la perte d'autonomie, alors là, il y a beaucoup moins d'enquêtes quantitatives, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est à chaque fois ce que j'évoque ici, c'est des enquêtes quantitatives. Donc, il y a beaucoup moins d'enquêtes qui interrogent les individus sur la manière dont ils anticipent leurs besoins éventuels de prise en charge, les ressources dont ils disposent, alors que, a priori, comme je le disais tout à l'heure, ça joue sans doute un rôle relativement important, que ce soit en termes d'investissement dans un certain nombre de comportements de prévention, en termes d'aménagement du logement, de choix résidentiels, d'épargne, encore une fois, ou de couverture assurantielle. Alors, en revanche, on a quand même en France, en tout cas, pas mal, un certain nombre d'enquêtes qui renseignent sur des comportements qu'on peut appréhender comme des révélateurs de la manière dont les individus se projettent vers le vieillage. Et le meilleur exemple, je pense, c'est celui de la souscription d'une assurance dépendance. Et c'est sur cet objet que je vais centrer ma présentation par la suite. Donc, alors, quand on s'intéresse aux questions de vieillissement et à la manière dont les individus se projettent vers le vieillage ou anticipent leur fin de vie, évidemment, la question de la demande d'assurance est un sujet un peu périphérique, hein, qui aborde par une petite fenêtre un sujet qui est évidemment beaucoup plus large. Alors, c'est vrai, mais en même temps, la demande d'assurance dépendance, ça offre un terrain d'étude particulièrement utile pour analyser, en particulier dans le cadre d'enquêtes quantitatives, la manière dont les individus se projettent vers le vieillage et anticipent leurs besoins éventuels. Et on retombe d'ailleurs, on le verra, sur globalement des enseignements qui sont très proches de ceux qu'on tire d'un certain nombre de travaux en sociologie. J'ai en tête
la présentation récente qu'a fait Vincent Karadec à l'école d'automne de l'ILVV, qui présentait des travaux avec des approches très différentes, donc des approches plutôt qualitatives sur des thématiques assez différentes, puisqu'il évoquait surtout des questions liées aux aménagements du logement. Mais Vincent Karadec parlait de défaut d'anticipation. Alors, moi, je l'évoquerai aussi avec un vocabulaire un peu différent, vous le verrez. Mais il parlait de déni, d'ancrage dans le présent, d'imprévisibilité de l'avenir, et puis d'initier voilà, une discussion sur le caractère prétendument irrationnel de ce défaut d'anticipation. Et donc, vous verrez autant de choses qui vont revenir dans le cadre de cette présentation. Alors, l'assurance dépendance, je vais rapidement revenir sur ce que c'est. C'est une question qu'on avait initialement abordée dans le cadre de travaux sur le financement de la prise en charge de la perte d'autonomie. Dans un contexte, vous le savez, on est encore en plein dedans, hein, de réflexion sur l'évolution de notre système de protection sociale. Et alors, quand on travaille sur la prise en charge de la perte d'autonomie, et on est ici pas mal à être concerné par ces réflexions dans le cadre de nos travaux de recherche, on s'intéresse en fait à des situations où les personnes sont en situation de perte d'autonomie. Donc, on étudie leurs besoins, comment ils sont couverts, à quel prix pour les personnes elles-mêmes, voire pour leurs aidants. Et donc, on travaille en fait sur une sous-population dont le risque, ce qu'on appelle le risque dépendance, hein, est réalisé. Alors, quand on s'intéresse à la question des assurances dépendance, les choses sont un peu différentes parce que, en fait, on appréhende la dépendance comme un risque, c'est-à-dire un événement qui est futur, très souvent, mais qui est surtout incertain. Parce que on sait bien que la dépendance, ce n'est pas une étape certaine du cycle de vie, hein, c'est un risque. Certains auront des besoins de prise en charge avant de décéder, mais d'autres pas. Donc, faut l'appréhender dans ce sens-là comme un risque auquel on peut attribuer une certaine probabilité, a priori, hein, on peut attribuer une certaine probabilité d'occurrence, et ce qui va conditionner un certain nombre de comportements. Donc, on voit, ça implique des arbitrages qui offrent un terrain d'étude assez intéressant pour étudier comment les individus se projettent vers le vieillage et anticipent leurs besoins. Alors, quelques mots rapides pour préciser ce que sont ces assurances dépendantes. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à un rapport qu'on a rédigé avec Carole Bonnet pour le compte du HCFEA. Alors, le principe est simple, hein, c'est en souscrivant une assurance dépendance, vous vous engagez à payer tous les mois une cotisation dont le montant varie, mais pour fixer les idées, on peut dire qu'il est en moyenne de 25 € par mois. Donc, vous vous engagez à payer une cotisation en ayant en contrepartie la garantie que vous toucherez en cas de dépendance une rente mensuelle d'un montant prédéterminé d'environ 500 € par mois. Donc, le constat qui est généralement fait sur ces assurances dépendance, c'est celui du faible nombre de souscripteurs. Constat qui a donné lieu et qui donne lieu encore aujourd'hui à une littérature qui tente d'expliquer ce faible taux de recours aux assurances, malgré le fait, on le sait, que le risque financier associé à l'entrée en dépendance est relativement conséquent, en particulier quand il se traduit par une entrée en établissement, avec toute la question des restes à charge qui est aujourd'hui bien documentée. Alors, l'une des hypothèses formulées pour expliquer la faible appétence des individus vis-à-vis de ces produits d'assurance dépendance renvoie à la tendance des individus à sous-estimer, c'est l'hypothèse qui est faite, hein, à sous-estimer le risque d'entrée en dépendance, à une sorte de défaut d'anticipation. Alors, je vais revenir dans un premier temps sur ce qu'on appelle la myopie dans le champ de l'économie, donc c'est ce qui renvoie à ce défaut d'anticipation-là. Et puis, je terminerai par regarder ce qui, au-delà de la myopie, ce qui touche à un certain nombre de préférences ou d'attitudes des individus face à ce risque-là,
conditionne le recours à ces assurances-là. Et je vais me focaliser particulièrement sur une dimension qui est celle des anticipations vis-à-vis du soutien familial attendu en cas d'entrée en dépendance. Alors, donc il y a différentes enquêtes en France qui permettent d'étudier les comportements de couverture face au risque de dépendance. Ici, je vais m'appuyer principalement sur l'enquête de la Fondation Méric Alzheimer, qui est particulièrement intéressante parce que elle interroge de manière assez approfondie les individus sur leur perception du risque de dépendance et sur les ressources qu'ils envisagent de mobiliser en cas de dépendance. Alors, je vous montre ici juste quelques exemples de questions qu'il y a dans l'enquête et je vous invite à consulter le site de la Fondation Médéric Alzheimer si le sujet vous intéresse. Donc, il y a de nombreuses questions dans l'enquête qui permettent de décrire ces perceptions-là. Donc, j'en évoque ici rapidement quelques-unes. Vous voyez, on interroge les individus sur si vous atteignez l'âge de 80 ans, à combien estimez-vous vos chances d'être dépendant à cet âge? Donc, c'est assez hétérogène, hein, les réponses. Voilà, je prends un autre exemple. Passer mes vieux jours dans une maison de retraite est une chose que je veux à tout prix éviter. Et donc, les enquêtés informent sur leur degré d'accord avec cette affirmation. Encore une fois, il y a des réponses assez hétérogènes. Donc, la population est assez hétérogène hein, sur ces anticipations-là. Donc, je vous invite, hein, je ne rentre pas dans le détail, à consulter le site de la Fondation Méric Alzheimer pour plus de détails. Je reviens ici sur ce que j'évoquais tout à l'heure, la myopie, qui est dans cette littérature-là toujours évoquée pour expliquer la faible propension des individus à souscrire ces assurances dépendance. Alors, ce qui n'est pas simple, c'est que c'est un concept qui est très souvent utilisé, mais en fait pour qualifier différentes choses. Donc, ce qui introduit une certaine confusion. Donc, il est principalement utilisé si on essayait un peu de clarifier les choses, autour de trois choses. Le premier aspect renvoie à la dimension intertemporelle. Donc, quand je souscris une assurance dépendance, ou quand j'épargne pour mes vieux jours, hein, ce n'est pas forcément très différent, je fais, comme je le disais tout à l'heure, un arbitrage entre ma richesse actuelle et ma richesse future. Quand je souscris une assurance dépendance ou quand j'épargne, je sacrifie de la richesse aujourd'hui. Dans le cadre de l'assurance, je vais payer une cotisation pour accroître ma richesse future en cas de dépendance. Et donc, ce que je fais, hein, c'est que je transfère de la richesse du moi aujourd'hui à celui que je serai demain en cas de dépendance. Et donc, vous voyez bien que l'intérêt que j'ai à faire ça dépend très fortement de la manière dont j'appréhende le moi que je serai dans 20, voire 30 ans. Et donc, en économie, ça c'est un résultat, enfin c'est à la fois un résultat et une hypothèse qu'on fait très souvent dans les travaux, c'est qu'on fait l'hypothèse que les individus préfèrent le présent, et donc dit autrement que 1 euro aujourd'hui a, aux yeux des individus, plus de valeur que 1 euro demain. Même si je suis sûr hein, de recevoir 1 euro demain, je valorise plus ma richesse actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, plus un individu dévalorise le futur, moins il aura envie de transférer de l'argent à la personne qui sera demain, et donc moins il aura envie de se préparer à une éventuelle entrée en dépendance ou en perte d'autonomie. Le deuxième aspect qu'on évoque souvent quand on parle de myopie renvoie en fait à l'incertitude et à la manière dont elle est appréhendée par les individus. Tous les individus ne seront pas en perte d'autonomie et en s'assurant, en souscrivant une assurance dépendance, on reçoit une indemnité, ça c'est important, uniquement en cas de dépendance. Si je souscris une assurance et que je décède sans être passé par un épisode de perte d'autonomie, je ne toucherai pas d'argent de mon assurance et donc j'aurai, comme le disent beaucoup, cotisé à fonds perdu. Donc, ça veut dire que rentre en ligne de compte dans mon arbitrage la probabilité que je peux formaliser de manière plus ou moins précise, hein, mais la probabilité que j'anticipe d'être dépendant. Et donc, en m'assurant, ce que je fais aussi, hein, si on laisse de côté la dimension
la dimension temporelle, c'est que je transfère de l'argent dans l'état du monde où je ne suis pas dépendant à l'état du monde où je suis dépendant. Et donc, l'hypothèse qui est faite dans la littérature en économie, c'est que les individus tendraient à sous-estimer leur risque d'être dépendants, c'est-à-dire ils sous-estimeraient la probabilité, le risque d'être un jour en situation de perte d'autonomie. Donc, c'est à ça que renvoie le plus souvent le concept de myopie dans ce champ-là. Et donc, ça renvoie, vous voyez, sur la probabilité que j'estime d'être un jour dépendant, et ça expliquerait assez bien le fait que les individus recourent peu à ces assurances-là. Et alors, le troisième aspect de myopie qui est souvent abordé aussi repose sur l'idée que, en fait, même si je ne dévalorise pas le futur et même si j'ai une connaissance parfaite de mon risque d'être dépendant, je peux sous-estimer les implications et les conséquences de l'entrée en dépendance. Si par exemple, je surestime la couverture publique des dépenses de prise en charge, ou si je ne perçois pas tous les effets potentiellement négatifs de l'aide informelle sur la qualité de vie des aidants, j'ai a priori une faible incitation à souscrire une assurance dépendance. Donc, trois éléments, trois facettes de la myopie qui peuvent expliquer le faible recours à ces produits d'assurance. Roméo, Alors, tu as moins de 10 minutes maintenant, si on veut un peu ouais, de place pour ok, la discussion. merci. Alors ici, je vous ai reproduit un tableau tiré des travaux qu'on a menés à partir de l'enquête de la Fondation Médéric Alzheimer, en lien avec la myopie, au sens de sous-estimation du risque envisagé d'être dépendant. Donc la question de la perception du risque, elle peut être abordée de différentes manières. Ici, je vous présente une approche relativement simple, c'est la plus simple qu'il y a dans l'enquête, qui interroge les individus sur est-ce que vous envisagez un jour que vous pourriez être dépendant, et en gros, si oui, est-ce que vous avez pris des dispositions pour y faire face? Alors, vous voyez qu'il y a 5 modalités, hein, et qu'en gros, si on regroupe les 3 premières, on a à peu près 6 individus sur 10 qui déclarent envisager le risque, et donc 40% qui déclarent d'une manière ou d'une autre ne pas l'envisager. Alors, je regroupe ici les deux dernières modalités. En fait, dans certaines analyses complémentaires, on les distingue parce que dire je n'ai pas envisagé le risque, je pourrais être dépendant, et dire je ne souhaite pas en entendre parler, ça renvoie très certainement à des choses différentes. Donc, c'est des choses qu'on explore un petit peu dans l'enquête, mais on ne peut pas aller forcément très très loin. Mais donc voilà, la dernière modalité renvoie peut-être plus à ce qu'on évoque parfois quand on parle de déni. Alors, quand on analyse les facteurs prédictifs de cette myopie, donc du fait ici de ne pas envisager le risque d'être un jour dépendant, on montre qu'il est au niveau individuel et de manière attendue très lié au degré, ce que j'évoquais tout à l'heure, de préférence pour le présent. Alors, dans l'enquête, on a différentes questions qui nous ont permis de construire un indice de préférence pour le présent. Et on voit que plus l'individu a une forte préférence pour le présent, moins il déclare envisager le risque d'être un jour dépendant. Donc, il y a un pouvoir explicatif qui est relativement fort, hein, de ce point de vue-là. Donc, ça, c'était attendu. Ce qu'on montre aussi dans le cadre de ce travail-là, c'est que c'est évidemment pas le seul facteur explicatif de la capacité ou de la volonté des individus à envisager le risque de dépendance. Il y en a d'autres qui sont relativement attendus. Alors, un résultat intéressant, c'est que l'expérience de la perte d'autonomie d'un proche influence cette capacité mesurée, hein, il ne faut peut-être pas généraliser, mais mesurée par la question qu'on a utilisée ici, d'anticiper ce risque pour soi-même, avec un effet significatif d'avoir ou d'avoir eu un proche en perte d'autonomie, d'avoir quelqu'un en perte d'autonomie dans son entourage, et d'avoir été aidant. Donc ces personnes-là envisagent plus pour eux-mêmes le risque. L'âge joue de manière attendue positivement parce que, évidemment, plus on vieillit, plus on se rapproche de cet événement-là, statistiquement en tout cas. Le fait d'être en mauvaise santé aussi. Les femmes envisagent plus que
envisagerait toutes choses égales par ailleurs plus que les hommes ce risque, le fait d'être célibataire et sans enfant aussi. Donc ça renvoie sans doute aux ressources en aide informelle sur lesquelles je vais revenir après, qui font que les individus qui ont potentiellement moins de ressources en aide informelle se posent peut-être plus la question de leurs conditions de vie en cas de perte d'autonomie. Et puis un effet du niveau d'éducation et du revenu et du patrimoine, avec un effet en cloche, mais je passe pour gagner un peu de temps. 4-5 minutes. Bon, normalement, c'est bon. Super. Donc, je disais tout à l'heure qu'envisager le risque est une condition en quelque sorte nécessaire, mais pas suffisante à la souscription d'une assurance dépendance. On peut très bien envisager le risque et puis choisir évidemment, de ne pas souscrire ces contrats-là. Alors, la décision, elle implique parmi ceux qui envisagent le risque, en fait, c'est ce qu'on montre dans ces travaux-là, des arbitrages qui sont en fait extrêmement complexes, qui font intervenir différentes dimensions des préférences et des attitudes face à ces projections et à ces anticipations-là. Et dans un travail en cours, j'explore spécifiquement le lien entre demande d'assurance dépendance et anticipation des ressources en aide informelle. Donc, c'est un travail qui se situe dans une littérature qui s'interroge sur l'existence ce qu'on appelle d'un effet d'éviction, selon lequel, en fait, disposer de ressources en aide informelle, en aide profane, réduirait l'incitation à souscrire ces assurances, voire à épargner. Alors, vous avez ici la distribution brute dans l'échantillon. Donc là, je ne l'ai peut-être pas précisé avant, mais c'est sur un échantillon d'individus âgés de 50 à 79 ans. Du degré d'accord avec l'affirmation suivante: si je suis un jour dépendant, ma famille m'apportera toute l'aide dont j'aurai besoin. Et donc, vous voyez qu'il y a à peu près 47% des individus qui sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord, et le reste qui sont plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord. Alors, on met en évidence un certain nombre de facteurs prédictifs, hein, et évidemment, ce qui joue beaucoup, c'est la configuration familiale de l'individu, suivant que l'individu est en couple, suivant que le conjoint est plus jeune et en bon état de santé, le nombre d'enfants, etc., joue sur la manière dont l'individu anticipe la couverture de ses besoins par ses proches. Alors, si on croise ça avec l'information sur le fait de disposer d'une assurance dépendance, on voit qu'effectivement, ce qui irait dans le sens, a priori, mais ce qu'on étudie après de manière plus précisément, que les individus qui anticipent que la famille couvrira leurs besoins, en fait, souscrivent moins d'assurance dépendance que les autres. Alors, on montre en fait que ce lien, il est variable d'un individu à l'autre, suivant les préférences que ceux-ci expriment au regard du soutien familial attendu. Donc ici, je reprends deux questions qu'il y a dans l'enquête et qu'on utilise dans l'analyse. La première, c'est la suivante: en pensant à votre conjoint ou vos enfants, accepteriez-vous que ceux-ci consentent à des sacrifices dans leur vie personnelle ou professionnelle pour vous aider régulièrement, avec un premier volet qui est si cela vous permet de ne pas payer une aide à domicile, ou si cela vous permet de ne pas aller en maison de retraite. Alors, vous voyez que les réponses sont très différentes suivant qu'il s'agit d'un enfant ou d'un conjoint, et suivant qu'on parle d'entrer en maison de retraite ou pas. Et en particulier, on voit que les individus accepteraient éventuellement des sacrifices de leurs conjoints plus que de leurs enfants, en particulier si ça peut leur éviter d'aller en maison de retraite. Donc, cette information-là permet de capturer une certaine hétérogénéité des individus vis-à-vis de comment ils voient l'aide de leurs proches. Et puis, une deuxième question qu'on utilise aussi, qui est la suivante: si vous avez besoin d'être aidé 2 heures tous les jours de la semaine, préféreriez-vous en priorité être aidé par votre conjoint, l'un de vos enfants, un bénévole ou un aidant professionnel? Avec deux cas de figure: si l'aide professionnelle restait payante, donc, comme elle l'est actuellement, ou si elle était gratuite. Donc, on a introduit cette idée de gratuité pour vraiment mettre de côté l'aspect financier et vraiment essayer de mesurer les préférences. Et vous voyez que même quand l'aide professionnelle est supposée gratuite,
eh bien, vous avez toujours un certain nombre d'individus qui préfèrent être aidés par un membre de la famille. Donc, dernier élément, et je m'arrête là. Voilà, pour résumer un petit peu ce qu'on trouve finalement sur cet article-là. Ce qu'on montre, c'est que l'effet des ressources en aide informelle sur la souscription d'une assurance dépendance dépend très fortement des préférences. Donc, on capture à travers les deux questions que j'évoquais précédemment. On note effectivement un fort effet d'éviction chez certains individus. Donc, ceux qui sont prêts à accepter des sacrifices importants de leur famille et ceux qui ont une préférence pour l'aide informelle, même si l'aide professionnelle était gratuite, ceux-là ont très peu d'incitation à souscrire une assurance dépendance. Mais c'est en fait qu'une minorité des individus. Pour les autres, en fait, on voit qu'il n'y a aucun effet d'éviction. Voilà, je m'arrête là. Après, c'était un slide de conclusion, mais qui fait que résumer ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roméo. Il y a pas mal de questions dans le chat, donc je vais peut-être tout de suite passer la parole à Élodie. Alors, effectivement, j'ai essayé un petit peu de regrouper les questions qui portaient sur les mêmes thématiques. Alors, il y en a une avant tout qui a été posée en tout début de votre intervention et qui était en écho de ce que vous avez pu dire en introduction. C'est Jean-Marie Robin qui vous demande « Est-ce vrai que les dépenses engagées à proximité de la mort sont d'autant plus élevées que l'individu est jeune? Dans ce cas, le lien entre âge et dépenses de santé serait l'inverse du lien attendu. » Alors, il y a des travaux, effectivement, j'ai pas forcément en tête les travaux les plus récents là-dessus, mais effectivement, ce que montraient un certain nombre de travaux aux États-Unis, c'est que dès qu'on arrive à croiser les données de dépenses de santé avec les mortalités observées ex post, effectivement, on a une courbe qui est pas forcément horizontale, c'est-à-dire que les individus plus jeunes, on consacre plus de dépenses de santé à proximité de la mort donnée que des individus plus âgés. Alors l'effet n'est pas très important, mais on note effectivement cet effet-là. Mais de mémoire, ce n'est pas un résultat qu'on retrouvait dans tous les travaux, suivant que les données sont américaines, anglaises ou suisses, qui sont les principaux pays qui ont produit des choses là-dessus. Mais effectivement, il y avait cet effet-là, mais qui n'est peut-être pas aussi significatif que ce qu'on dit très souvent. D'accord. Alors ensuite, je vais avoir un ensemble de 3 questions qui portent, me semble-t-il, un petit peu autour du même thème. Alors, Frédéric Ballard demande la question de l'anticipation des besoins en matière de perte d'autonomie, mais aussi d'aide des logements, de santé, etc., est une vraie question pour les politiques publiques. Mais peut-elle et doit-elle devenir une question pour les individus? Il s'agit en effet, comme vous l'avez expliqué, de se projeter dans un risque qui est comme la maladie, même s'il est statistiquement plus probable. Ça rejoint aussi l'intervention précédente de Nicolas Fourreur sur le fait de demander aux personnes vieillissantes de se projeter sur leur mort, est une question qui intéresse les médecins. Alors, dans le même thème, Caroline Cuny demande peut-être que ce déni pourrait aussi en fait être un élément de militantisme pour lutter contre le fait d'avoir à envisager sa prise en charge future uniquement à un niveau personnel. Donc, je fais des économies en vue de cette situation de dépendance et vouloir garder une prise en charge sociétale et pas uniquement personnelle. Et enfin, Catherine Maurice qui précise, effectivement, la décision publique sur la mise en place d'un 5e risque n'influe-t-elle pas sur l'appropriation individuelle et collective d'une éventuelle dépendance future? Là, la question, c'est finalement, on demande aux individus de se projeter dans leur risque individuel. Finalement, est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose qui relèverait de la décision publique plutôt que de la faire porter aux individus, si j'ai bien compris? Alors, ouais, donc, merci pour ces questions. Il y a différents éléments dans ces questions-là. Alors, effectivement, c'est une question qui intéresse le décideur public en tant que tel, mais c'est une question qui peut l'intéresser. Le décideur public, il est aussi a priori intéressé par la manière dont les individus anticipent pour eux-mêmes ce risque-là. Je prends un exemple simple. Si on réfléchit puisque ça a souvent été évoqué, ça l'est peut-être un peu moins maintenant, mais sur la question de mettre en place une assurance
dépendance obligatoire. Alors quand on pense à assurance dépendance obligatoire, on pense assurance privée, mais je laisse de côté le débat, est-ce que l'assurance obligatoire doit être privée ou publique? Il y a une question qui revient souvent, c'est à partir de quel âge, si on faisait une assurance dépendance obligatoire, à partir de quel âge on demanderait aux gens de commencer à cotiser? Et donc là, vous avez plein de modèles qui existent. Certains disent qu'il faut commencer, pour dire les choses simplement, c'est au 3e âge de cotiser pour le 4e âge, donc plutôt à partir de, on va dire, de 60 ans, 50-60 ans. D'autres qui disent non, non, il faut commencer à cotiser très tôt pour réduire justement le montant de cotisation de chacun. Et donc, on voit bien que le degré d'acceptation d'une telle, le degré d'acceptation de la population d'une telle assurance obligatoire dépend très, très fortement de est-ce qu'un individu de 20, 30, 40, 50 ans se sent lié par cette question de la perte d'autonomie ou pas. Si la majorité des individus n'anticipent pas ce risque, on n'aura pas du tout les mêmes effets, ce ne sera pas du tout la même logique de solidarité qui sera à l'œuvre dans un cas ou dans l'autre. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt d'avoir une idée un peu de comment les individus anticipent ce risque-là. Est-ce que c'est quelque chose qui leur est totalement étranger, auquel cas cotiser, participer à un modèle de mutualisation du risque ferait que les individus cotisent, mais pour quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'ils anticipent aussi que ce modèle de solidarité leur bénéficiera un jour et que peut-être eux auront besoin aussi d'avoir des gens qui cotisent pour eux quand ils seront un jour dépendants. Donc ça joue quand même sur le contrat qu'on peut imaginer entre les individus autour de ces assurances-là. Et puis il y a la question aussi qu'on évoque beaucoup aujourd'hui, qui est celle du lien entre les aides sociales qui existent, qu'elles soient à domicile, mais surtout, on y pense surtout en établissement, via par exemple l'ASH. Comment ces aides sociales qui visent à couvrir des dépenses de perte d'autonomie doivent ou non être conditionnées au patrimoine des individus. Ça, c'est une question qui est à la fois normative en premier lieu, mais on voit bien qu'elle crée un lien entre les questions que j'évoquais tout à l'heure, parce que si à partir du moment où vous décidez d'épargner, de mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours, et qu'en faisant cela, vous réduisez vos droits à un certain nombre d'aides sociales parce que le décideur public considère que vous avez un patrimoine qui fait que vous n'êtes pas prioritaire dans l'attribution des aides sociales, on voit que le modèle qu'il y a derrière n'est pas du tout le même qu'un modèle qui ne conditionnerait pas du tout les aides sociales au montant du patrimoine. Donc les politiques publiques sont aussi, l'efficacité des politiques publiques dépend aussi de ce que les gens font et de comment ils anticipent leur risque d'être dépendants. Alors, on continue dans les questions. J'ai un écho, je suis désolée, c'est un peu bizarre pour moi. J'espère que pour vous m'entendez bien. Alors, une question d'Agnès Gramin qui dit: je me pose la question un petit peu similaire à une question précédente. Même si on souhaite anticiper et se projeter, n'est-il pas tout simplement difficile d'imaginer ce que l'on souhaitera tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la situation? Ce qui me fait rebondir aussi sur une question de méthodologie par rapport aux études que vous avez pu présenter, où je me demande si la manière dont les questions peuvent être posées dans les méthodologies qui sont utilisées pour chercher à appréhender les préférences des personnes, peut-être avec les méthodes des choix discrets, ce genre de choses. En fait, on demande à des personnes dans ce genre d'études de se projeter dans des scénarios qui sont fictifs, dans des questions qui ne sont peut-être pas encore posées, et qui en plus, ces questions portent sur des événements qui sont eux-mêmes seulement probables. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas là une espèce de double fiction qui rend la tentative de vouloir appréhender les préférences des gens sur ces questions-là particulièrement compliquée? Alors si, c'est effectivement compliqué alors surtout dans ce cadre-là, parce qu'il y a à la fois le décalage temporel qui est compliqué à appréhender, et puis en plus de ça, il y a l'incertitude sur les conditions de vie à 20 ou 30 ans. Donc c'est
c'est pas simple. Nous, on a essayé, alors on a différentes questions, on a pas mal travaillé justement sur la formulation des questions. On a beaucoup utilisé des termes, on a utilisé beaucoup, vous avez vu le terme dépendance, qui n'est pas celui qu'on privilégie aujourd'hui, mais qui est celui qui parle quand même un peu plus aux gens. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore exploratoires, hein, dans ce type de travail-là, mais ce qui est intéressant, c'est de poser plusieurs questions et d'essayer ensuite de voir ce qui, à travers ces différentes questions, ces différentes tentatives pour appréhender ça, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ces questions-là, qu'est-ce que ça révèle quand on les met toutes les unes à côté des autres. Effectivement, une seule question, suivant la formulation, suivant la manière dont elle est comprise par les enquêtés, ne nous dit pas grand-chose. En fait, ce qui nous parle plus, c'est quand on les multiplie et qu'on les rapproche, parce qu'à ce moment-là, on capture quand même quelque chose qui nous semble relever des préférences. Après, par rapport à la question d'Agnès, évidemment, et on le voit dans l'enquête, hein, il y a beaucoup d'individus qui disent anticiper, se projeter, mais qui, je ne l'ai pas présenté là, mais qui disent par ailleurs ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir avoir trop d'incertitudes. Et ça, justement, dans l'enquête, c'est ce qu'on voulait aussi mesurer. C'est-à-dire que même s'il y a cette volonté d'anticiper les choses, ben, concrètement, c'est compliqué parce que déjà, le contexte qui sera celui dans 20 ans ne sera pas le même que celui aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de politique publique. Donc évidemment que c'est assez compliqué.